avec des mutations ponctuelles où on changeait une paire de nucléotides, voire jusqu'à une dizaine de paires de nucléotides avec les délétions, les insertions et les substitutions. Et puis, quand la modification était beaucoup plus importante, beaucoup plus étendue sur la molécule d'ADN, eh ben, on parlait à ce moment-là d'anomalies chromosomiques, de mutations chromosomiques, avec des mutations de structure, donc, et des mutations de nombre, mutations de structure avec, par exemple, les délétions ou les translocations ou les duplications ou les inversions. Alors que le nombre, on va parler plutôt de trisomie du coup et de monosomie. On aurait pu y rajouter aussi les triploïdes, les tétraploïdes, quand on multiplie du coup tout le karyotype, par exemple par 2 pour un tétraploïde. Ça, c'est le premier processus de diversification des génomes. C'était notre grand 1, c'était les mutations. Le grand 2, bah, c'est finalement la reproduction sexuée. Vous aviez vu dans le chapitre sur reproduction des organismes animaux et végétaux, c'est-à-dire le chapitre B2D1, et bah, qu'il y avait 2 processus fondamentaux dans les cycles de vie, dans les cycles de reproduction des êtres vivants. C'est la méiose et c'est la fécondation. Je vous rappelle que la méiose, eh ben, elle va permettre le passage de la diplophase à l'aplophase, puisqu'on va passer de cellules diploïdes à des cellules haploïdes. Et alors que du coup, la fécondation, au contraire, elle va être la fusion entre 2 gamètes qui sont haploïdes. Et donc, du coup, on va passer de l'aplophase à la diplophase. Demain, je vous enverrai en fait des exercices sur la méiose principalement, qui seront conçus sur 2 organismes utilisés dans les laboratoires. Un organisme animal qui s'appelle la drosophile. Je suis quasiment sûr que tout le monde, vous en avez vu l'année dernière en terminale, où vous aviez regardé avec la loupe la couleur des yeux ou la présence d'ailes ou la couleur du corps chez ces drosophiles, pour montrer justement les brassages inter- et intra-chromosomiques. Et par contre, on va étudier un autre organisme qui est un organisme cette fois-ci haploïde, un mycète, donc autrement dit un champignon qui s'appelle la Sordaria, dont on avait déjà parlé en fait dans le TP, je crois, SV10 ou 9, 10 je crois. Alors, on va commencer du coup par la méiose, du coup, qui est cette division cellulaire. En fait, c'est plus exactement 2 divisions cellulaires successives qui va permettre de passer de cellules diploïdes à des cellules haploïdes. Donc, quand je suis chez un organisme animal, ces cellules haploïdes seront des gamètes. Par contre, chez les végétaux, comme les angiospermes, ces cellules seront des méiospores, ou comme le polypode, on obtiendra du coup des méiospores. Alors, en termes de division, c'est une division qui, ça, on va pouvoir aller relativement rapidement parce que maintenant, on avait étudié la mitose et donc du coup, tous les structures qui permettaient, les structures du coup, les édifices les édifices supramoléculaires qui permettaient du coup la division mitose. Et ben là, pour la méiose, et ben on retrouve en fait ces acteurs. On retrouve notamment le fuseau mitotique qui est constitué du coup de microtubules. Je vous rappelle 3 types de microtubules, des microtubules astériens qui viennent se fixer sur la membrane plasmique depuis le mTOC, le centrosome, si on est chez une cellule animale, des microtubules polaires et des microtubules kinétocoriens. Donc pour la prophase, classiquement, on va retrouver, donc je suis à la diapositive 35, pour la prophase, l'ADN se condense au maximum. Du coup, les chromosomes qui étaient répartis dans la chromatine vont devenir, on va pouvoir les individualiser, on va pouvoir les voir isolés les uns des autres. Le fuseau mitotique se met en place, je vous rappelle, les microtubules commencent à se polymériser, puisque les mTOC vont stabiliser du coup les pôles moins. Et d'ailleurs, ces 2 mTOC, grâce aux microtubules polaires, ils vont s'éloigner, se positionner au niveau de 2 points opposés dans la cellule, ce qui va définir du coup nos pôles de la cellule. Les chromosomes
Alors là, la différence par contre par rapport à la mitose, c'est que nos chromosomes, ils vont pas rester les uns à côté des autres ou individualiser les uns avec les autres. En fait, des protéines vont permettre d'assembler les chromosomes homologues. Donc les chromosomes homologues, c'est les deux chromosomes 1, les deux chromosomes 2, puis les deux chromosomes 3 et ainsi de suite. Et donc du coup, on forme ce qu'on appelle des bivalents. Donc un bivalent, c'est une paire finalement de chromosomes homologues. Donc si ma cellule elle est à 2N, je vais obtenir du coup N bivalent. Alors c'est ce qu'on voit en fait, c'est que les chromosomes ils créent des sortes d'enjambements. On voit en fait que les chromatides s'enjambent. C'est ce qu'on appelle du coup des chiasmas, des enjambements. Et en réalité, ces chiasmas sont c'est une nouvelle différence avec la mitose. Ce sont des zones qui vont matérialiser des échanges entre les chromatides. Donc, si on regarde le schéma, on voit ici qu'on a considéré une cellule en fait à 2N égale 4, donc avec 4 chromosomes organisés du coup en paires, donc ça fait 2 paires. Une paire de grands chromosomes avec un bleu et un rouge. Donc si ce sont les grands, c'est la paire numéro 1. Et puis les petits, c'est la paire numéro 2 avec aussi un rouge et un bleu. Et on voit que les deux chromatides, je vous rappelle que les chromosomes ont 2 chromatides puisqu'il y a eu une phase S, donc une réplication juste avant d'entamer du coup la division, la méiose, comme c'était le cas pour la mitose. Et du coup, on voit que dans certaines zones, par exemple comme ici, où c'est légendé enjambement, on voit que justement il y a une chromatide qui enjambe l'autre chromatide une chromatide de l'autre chromosome. Bon, là, on peut pas dire si ce sont les bras longs et les bras courts, et les bras ont la même longueur. Et puis, quand on regarde la diapositive suivante, on se rend compte que mon chromosome qui était entièrement rouge, maintenant, il ne l'est plus. Il y a 2 petites parties d'une des chromatines qui est en bleu. Et au contraire, le chromosome qui était bleu, entièrement bleu, maintenant, il y a 2 petites parties qui sont rouges. Donc, autrement dit, ces 2 chromosomes homologues ont échangé, en fait, des portions, des fragments de leur chromatide. C'est ce qu'on appelle du coup le processus de recombinaison homologue en français et on utilise souvent le terme anglais qui s'appelle le crossing over. Et ici, cet échange en fait de chromatides, ça va du coup créer ça va permettre en fait le brassage intrachromosomique lors de l'anaphase 2. Donc là, je vous rappelle que si on a fait une réplication, cette réplication, on avait vu qu'elle était fidèle. Donc ça veut dire que, par exemple, si j'ai un allèle A sur le chromosome rouge, sur la chromatide du chromosome rouge, j'ai le même allèle A sur l'autre chromatide du chromosome rouge. Si par contre j'ai un allèle petit a sur le chromosome bleu, en face sur l'autre chromatide j'ai aussi l'allèle petit a. Donc là, quand je fais du coup des crossing over, des recombinaisons homologues. Pourquoi on dit recombinaison homologue parce que ce sont les chromosomes homologues entre le chromosome 1 et le chromosome 1. Et du coup, mes 2 chromatides vont devenir du coup partiellement différentes, puisque par exemple là, si je reprends mon exemple, mon chromosome rouge est bleu. Maintenant ils ont récupéré une partie de la chromatide de l'autre chromosome. Maintenant ils peuvent porter l'allèle grand A et de l'autre côté l'allèle petit a. Et donc du coup les chromatines ne sont plus parfaitement identiques en termes de génétique. Autre chose qui est important, c'est qu'on a la mise en place des kinétochores, comme chez la mitose, mais on sait en mitose qu'il y a 2 kinétochores par chromosome qui vont encadrer le centromère. Et là, en fait, les kinétochores vont se mettre du même côté. Les 2 kinétochores vont s'associer et former sur une paire, mais ils vont se mettre du même côté. Donc, que d'un seul côté du centromère, en fait, le côté qui n'est pas associé avec l'autre chromosome. Donc, par exemple, le kinétochore rouge, du chromosome rouge, excusez-moi, les 2 kinétochores vont se mettre ici.
et les 2 kinétochores du bleu vont se mettre là. D'accord? Si je reprends plutôt ma prophase, ce serait du coup ici pour le bleu, les 2 kinétochores du bleu, et les 2 kinétochores du rouge seront là. Est-ce qu'il y a des questions sur cette prophase? Bon, pas de questions, c'était relativement simple. Cette prophase, et ben ensuite, on va avoir la prométaphase et la métaphase. Donc, la prométaphase, c'est la danse des chromosomes. En fait, les kinétochores, les microtubules kinétochoriens vont aller se fixer sur les kinétochores et vont, en fait, là, cette fois-ci, non pas prendre en étau, entre guillemets, un chromosome, mais un bivalent, hein, puis donc des paires de chromosomes homologues. Et puis, on a aussi l'intervention des microtubules polaires. Et puis, à un moment donné, on va avoir un équilibre des forces. Je vous renvoie du coup à la mitose. Et tous nos bivalents vont se placer sur une surface qui est à équidistance des deux pôles, hein, des 2 mTOC. C'est ce qu'on appelle du coup la plaque métaphasique ou la plaque équatoriale. Et dès aussitôt qu'on a cet alignement-là, eh ben, on a un instant qui s'appelle du coup la métaphase. Hein, l'alignement se nomme du coup métaphase. Alors là, si on réfléchit, et ben là, on a un brassage, puisque vous voyez bien ici toujours sur ma diapositive 35, alors si je parle du mTOC nord, si vous voulez, et du mTOC sud, hein, donc le mTOC nord et le mTOC sud qui est ici, et ben là, regardez, j'ai mis du coup vers le mTOC nord, j'ai mis le petit chromosome rouge avec le grand chromosome bleu, d'accord, enfin qui est globalement rouge et globalement bleu. Et forcément, du coup, en dessous de la plaque équatoriale, bah, j'ai le petit chromosome bleu et le grand chromosome rouge. Et ben là, en fait, j'aurais pu faire une autre possibilité. J'aurais pu en fait inverser, par exemple, un des bivalents et associer, par exemple, le petit rouge avec le grand rouge et au-dessus, du coup, le petit bleu avec le grand bleu. Donc, autrement dit, pour cette métaphase, et ben, ici, dans le cas de 2n égale 4, j'avais finalement 2 métaphases possibles, soit finalement mettre au-dessus de la plaque ou en dessous de la plaque, ça revient à la même chose, mettre le rouge avec le rouge et le bleu avec le bleu, ou alors je pouvais faire du coup rouge et bleu, et de l'autre côté, du coup, bleu et rouge. Est-ce qu'il y a des questions sur ce brassage du coup interchromosomique, puisque ça se fait entre les 2 possibilités, c'est finalement entre les bivalents, donc entre les chromosomes. Donc ici du coup, il s'agit du coup je vais y arriver, du brassage interchromosomique, mais ce brassage va véritablement prendre effet quand on va séparer les bivalents. C'est du coup l'anaphase 1. Donc, en fait, ici, il va y avoir, on va finir par dégrader toutes les protéines qui permettaient en fait d'associer les chromosomes, les bivalences, les 2 chromosomes homologues ensemble, et on va avoir du coup une anaphase qui repose sur le même processus en fait que la mitose. Hein, donc je vous rappelle, anaphase A et anaphase B, hein, soit un raccourcissement des microtubules kinétochoriens qui vont du coup tracter les chromosomes vers les pôles, ou alors un allongement des microtubules polaires qui vont éloigner les 2 pôles ensemble, ce qui va éloigner en même temps, du coup, si les microtubules kinétochoriens restent de longueur identique, ça va mécaniquement éloigner du coup les 2 chromosomes homologues au sein de chaque bivalent. Alors, au passage, c'est au niveau de cette anaphase 1 où il peut y avoir des erreurs. Et par exemple, si mes 2 bivalents, si pour une paire de chromosomes, par exemple le chromosome numéro 2, par exemple les chromosomes numéro 2, et si mes 2 bivalents ne se séparent pas et que les 2 partent du même côté, et à la fin, ça formera du coup 2 gamètes qui n'auront pas de chromosome 2 et 2 gamètes qui auront 2 chromosomes 2. Et si ces gamètes participent à une fécondation, on aura par exemple une monosomie 2 ou une trisomie 2, hein, selon qu'on a affaire, qu'on utilise du coup pour la fécondation, le gamète sans chromosome 2 ou un des gamètes avec les 2 chromosomes 2.
Bon, la fin de la première division de méiose, c'est du coup la télophase et la cytodiérèse. Hein, donc, le fuseau mitotique, en fait, je suis à la diapositive 36, se désagrège. L'enveloppe nucléaire peut se reformer. C'est pas une obligation, c'est parfois on reforme même pas cette enveloppe nucléaire et on enchaîne directement sur la deuxième division. Et puis, on va avoir une cytodiérèse. Alors là, on était dans le cadre d'une cellule animale. Donc, on a un anneau contractile fait d'actine et de myosine qui va du coup étrangler le cytoplasme et générer du coup 2 cellules filles. Si c'était une cellule végétale, je vous rappelle qu'on utilise le phragmoplasme. On va cloisonner au centre du coup la cellule. On obtient du coup à la fin de cette première division de méiose, on obtient 2 cellules filles. Et ces 2 cellules filles, elles sont maintenant avec simplement 2 chromosomes qui ont chacun 2 chromatides. Donc, ça veut dire un grand et un petit. Donc, on n'a plus qu'un chromosome 1 et un chromosome 2 et non pas 2 chromosomes 1 et 2 chromosomes 2. Donc, ça veut dire qu'on est bien haploïde, on est n égale 2. Donc, on a une division qui a finalement réduit le nombre de chromosomes par 2. On est passé d'une cellule mère diploïde à une cellule mère à 2 cellules filles haploïdes, où les chromosomes sont encore à 2 chromatides. Donc, on dit, c'est pour cela qu'on parle on dit que c'est la division réductionnelle, puisqu'on réduit le nombre de chromosomes. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on s'engage du coup dans la deuxième division. C'est la division qui correspond du coup, c'est la deuxième division de méiose, et on va du coup reformer le fuseau mitotique. On va désagréger, alors on s'engage dans la prophase, on va éliminer, fragmenter du coup l'enveloppe nucléaire si elle est encore présente. Et une des particularités, c'est que généralement, le fuseau mitotique va se former avec un angle de 90 degrés dans les 2 cellules filles par rapport à la cellule mère. Donc, vous voyez bien que là, les mTOC sur mes 2 cellules, elles sont situées est-ouest dans la cellule et non plus nord-sud. Les chromosomes apparaissent bien individualisés et les kinétochores vont se repositionner. Donc, ils étaient tous les 2 sur le même côté sur un des côtés du centromère. Et il y en a un qui va migrer pour aller rejoindre du coup l'autre côté du centromère. Et là, du coup, on a pareil une division classique. Donc, je vais pas y revenir. Sauf que donc là, finalement, ça ressemble beaucoup plus à la mitose. Mais justement, à cause des crossing over, ici, on a des chromatides qui ne sont plus génétiquement identiques au sein de chacun des chromosomes. Donc, si je prends la métaphase 2, dans la métaphase 2, par exemple, ici, si je prends cette cellule-là, donc là, j'ai 2 cellules filles, c'est logique, mais sur cette cellule-là, je vois que j'ai associé finalement la chromatide qui est entièrement rouge du petit chromosome avec la chromatide qui est partiellement rouge avec du grand chromosome. Je les ai mis côté du coup, je pourrais dire ouest. Alors que la chromatine qui est partiellement bleue du petit chromosome rouge, je l'ai mis avec du même côté que la chromatide qui est entièrement bleue pour le grand chromosome. Donc, je les ai mis au côté est. J'avais une deuxième possibilité, c'est-à-dire que pour un des chromosomes, je peux faire une rotation à 180 degrés et associer, par exemple, la chromatide entièrement rouge avec la chromatine entièrement bleue d'un côté et de l'autre côté, les chromatines qui sont finalement à 2 couleurs. Donc, autrement dit ici, j'ai de nouveau encore un brassage et ce brassage, il n'est possible que si j'ai fait des crossing over finalement. Il n'existe que si j'ai fait des crossing over en fait au moment de la prophase. Alors, pour la petite histoire, de façon statistique, on considère toujours qu'il y a de façon statistique un crossing over par chromosome. Alors, c'est statistique parce que parfois, il peut y en avoir aucun, parfois, il peut y en avoir 2, parfois, il peut y en avoir même jusqu'à 3. Sur notre schéma, là, et d'ailleurs, ils nous en ont représenté 2 à chaque fois par chromosome. Donc, du coup, ici, on a affaire à ce qu'on appelle le brassage, du coup, intrachromosomique, puisque c'est la disposition des chromatides les unes, pour un chromosome par rapport aux chromatides de l'autre chromosome, des autres chromosomes. Donc, on parle ici de brassage intrachromosomique.
Et ce brassage intrachromosomique, en fait, il prendra véritablement effet quand on fera là, du coup, l'anaphase 2, hein, où on fera là, du coup, la séparation de ces chromatides. Et puis ensuite, on finit, du coup, cette deuxième division de façon classique. À la fin, tout à la fin, ben, on va se récupérer, du coup, 4 cellules filles qui auront chacune, finalement, deux chromosomes à une seule chromatide, et il y aura eu du coup un brassage génétique puisque chacune aura finalement des combinaisons alléliques différentes, hein. Ils n'auront pas toutes les mêmes combinaisons d'allèles, donc ça veut dire qu'on aura affaire, grâce à ces brassages, du coup à des gamètes qui seront génétiquement du coup différents. Cette cellule, on voit bien que l'on passe de cellules mères qui étaient à N égale 2, et on finit avec des cellules filles qui sont à N égale 2. Donc, autrement dit, on ne change pas le nombre de chromosomes, on parle du coup de division équationnelle. Est-ce qu'il y a des questions sur cette fin de deuxième division de Maillot? Monsieur, moi j'ai une question. Alors, oui, ça n'a pas toujours un impact, les crossing over, parce que parfois ça peut ne pas prendre. j'entends pas. J'ai dit c'est possible qu'il n'y ait pas d'impact parce que ça prend pas forcément un allèle, le crossing over. Du coup, il y a des fois Oui. des crossing over et ça fait rien. Enfin, ça Oui, pas. tu as raison. En fait, pour considérer le brassage génétique, il faut effectivement que le crossing over, il est inclus une portion de gène. En réalité, c'est vrai qu'on avait vu que le génome des eucaryotes était un très très grand génome et qu'il y avait énormément de séquences. Enfin, que entre les gènes, entre deux gènes adjacents, il y avait un grand espace. Hein. C'était pas du tout un génome qui était compact. Donc du coup, on peut très bien imaginer qu'un crossing over pourrait avoir lieu en théorie entre justement entre deux gènes, et que du coup, bah, il y a un échange, mais que ce soit pas des échanges d'allèles, et donc du coup, ça n'a pas d'impact. Dans la réalité, en fait, quand tu vois les échanges, bah, ce sont quand même des portions qui sont enfin, tu vois, qui sont quand même des portions à une certaine distance sur des chromosomes qui sont condensés. Donc, si tu décondenses l'ADN, hein, tu te rappelles, l'indice de condensation, c'était 10 000. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ça touche quand même une très grande longueur sur la molécule d'ADN décondensée. Donc, il est quasiment, enfin, c'est quasiment obligé qu'il y ait un gène au moins qui a été concerné par ce crossing over. J'ai répondu à ta question, Margot? Oui, c'est bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je me demandais pourquoi dans la mitose, il peut pas y avoir de chiasma. Ben, c'est pas vrai, en fait, il y en a. Il peut y en avoir. Il peut y en avoir, en fait, mais c'est un processus qui est beaucoup plus rare, en fait. Donc, tout simplement parce que ici, dans la méiose, en fait, tu vas impliquer tout un. Alors il a un nom compliqué, le complexe synaptonémal, qui est un ensemble de protéines qui fait que, en fait, tes deux chromosomes homologues vont être appareillés, en fait, vont être, tu vois, l'un à côté de l'autre. Et du coup, et ben on va pouvoir faire intervenir plus facilement ce qu'on appelle le nodule de recombinaison, hein, qui est en fait un ensemble de protéines qui justement interviennent pour faire ces échanges. Mais voilà, ces échanges en fait, et ben ils peuvent intervenir en fait en mitose. Mais c'est un phénomène qui est beaucoup plus rare parce que justement tes chromosomes homologues ils sont pas forcément l'un à côté de l'autre. J'ai répondu à ta question, Quentin? Ouais, parfait. Et du coup, c'est la sélection naturelle qui a fait en sorte qu'il y ait ces brassages pour augmenter la Ah bah densité? complètement, parce qu'on voit bien que nous, on a dit que la reproduction sexuée, en fait, c'était quelque chose qui avait un fort coût énergétique, hein, c'est-à-dire c'est beaucoup d'énergie pour un organisme. Par contre, l'intérêt, c'est de faire du brassage génétique, et du coup, c'est de faire une descendance qui va être diverse d'un point de vue génétique. Et c'est important parce que dès aussitôt qu'il y a un changement de milieu, et ben parmi cette descendance qui est diversifiée génétiquement, mais il y en a forcément certains qui vont être plus aptes à survivre que d'autres. Et donc, du coup, eh ben, l'espèce va pouvoir continuer à vivre. On peut penser, par exemple, actuellement
à des maladies comme des maladies virales, et ben on voit bien que dans la population humaine, il y a des gens finalement qui ont le Covid et qui pourtant n'ont pas de symptômes. Donc, ça veut dire que sûrement d'un point de vue génétique, en tout cas, il y a quelque chose dans leur organisme qui fait que, ils sont avantagés entre guillemets. Donc voilà, c'est tout l'intérêt. Donc c'est sûr que au cours de l'évolution, quand ce processus est apparu, il a été sélectionné, hein, puisqu'il apporte, il permet la diversité génétique. Il permet de faire le deuxième brassage, le brassage intrachromosomique. Sinon, il n'y aurait que le premier brassage, le brassage interchromosomique. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui, c'est très bien. D'autres questions? Alors, ce qu'il faut retenir, vraiment un mot qu'il faut sortir si vous avez à parler comme brassage, c'est le mot aléatoire. Vous voyez bien que, en fait, tout ça, c'est lié au hasard, hein, de comment se disposent les bivalents les uns par rapport aux autres pour la métaphase 1 ou pour la métaphase 2, comment se disposent les chromatides, d'accord, les unes par rapport aux autres, enfin les chromosomes les unes par rapport aux autres. Hein, donc, c'est vraiment une disposition au hasard et du coup, à l'anaphase, on aura une séparation aléatoire. Donc, c'est toujours un peu compliqué de savoir pour les auteurs si le brassage a lieu en métaphase ou en anaphase. En fait, vous êtes d'accord avec moi que le brassage, il se prépare en fait en métaphase quand on les dispose, mais véritablement, il a lieu quand on sépare du coup soit les chromosomes homologues, soit les chromatides en anaphase. Donc souvent, on dit que le brassage inter et le brassage intra, ils ont lieu en anaphase, hein, donc inter en anaphase 1 et intra en anaphase 2. Et c'est vraiment la séparation aléatoire, donc c'est important à ce terme-là. Alors, je vous ai mis dans le cours un peu de maths, de combinatoire, hein, donc sous la forme d'une remarque avec le nombre de possibilités, là, des histoires de 2n, etc. Donc ça, je vais passer un peu vite. Et ensuite, ce que je vous ai mis dans le cours, c'est ce schéma-là, le schéma 39, qui doit vous rappeler quelque chose. On avait fait en fin de compte ce graphique pour la mitose. On voit ici sur ce graphique, donc diapositive 39, une phase G1, puis une phase S où on voit qu'on a le doublement de la quantité d'ADN par cellule. Donc ça veut dire qu'on est en train de faire la réplication. En fait, chaque molécule d'ADN est répliquée. On obtient une copie. Et en fait, on passe de chromosomes à une chromatide à des chromosomes à deux chromatides. En phase G2, on est à des chromosomes à deux chromatides. Et puis ensuite, on va démarrer du coup la méiose. Et on voit en fin de compte que lors de la première division de méiose, on chute de 2Q à Q, donc on divise par 2 la quantité d'ADN. Ça veut dire que cette chute, elle matérialise finalement la cytodiérèse de la première division de méiose, de la division réductionnelle. Et puis ensuite, on fait une deuxième division de la méiose et lors de la cytodiérèse, on va du coup de nouveau avoir une chute de Q à Q sur 2. Et donc, on est passé du coup cette fois-ci à des chromosomes à deux chromatides à des chromosomes à une chromatide. Donc, la première, on est passé de cellules diploïdes à des cellules haploïdes. Et puis, la deuxième division, de cellules haploïdes avec des chromosomes à deux chromatides à des cellules haploïdes avec des chromosomes à une chromatide. Est-ce qu'il y a des questions sur ce graphique? Alors, le schéma bilan, j'ai pas fait la correction puisque ça me demande trop. Enfin, j'ai beaucoup de difficultés avec les couleurs et avec les photos. Est-ce qu'il y a eu des soucis avec ce schéma bilan? Donc, pas de difficulté. Alors, attention hein, sur les couleurs. Là, j'ai mis la diapositive 38. Hein, ça se voit pas très bien avec mes photos, hein, mais vous faites attention ici. Hein, là, j'ai matérialisé du coup des enjambements, des chiasmas qui vont matérialiser du coup des crossing over. Et donc, vous faites bien attention. Regardez ici. Hein, là, ce que je pointe, c'est bien une flèche rouge. Et de l'autre côté, c'est une flèche bleue. Et j'ai toute une portion de chromatide qui est bleu au sein d'un chromosome qui est globalement rouge. Et du coup, ici, j'ai un chromosome qui est globalement bleu et ici, j'ai une portion qui est rouge. Et ici, je retrouve le même phénomène. Donc, on voit pas très bien le rouge et le bleu, hein, mais faites attention là. Donc là, ma métaphase 1, deuxième possibilité, ce serait tout simplement d'inverser
la position d'un des deux bivalents et on retrouve du coup la deuxième possibilité. Et puis après, bah, vous suivez les chemins et normalement, vous devez finir avec 16 combinaisons possibles, d'accord, et du coup, vous obtenez la diversité génétique des gamètes, des cellules haploïdes. Est-ce qu'il y a des questions sur ce schéma? Alors, dernière partie, enfin avant-dernière partie, c'est la fécondation. Donc, ma méiose, bon, bah, elle m'a créé des cellules haploïdes génétiquement différentes. Donc des méiospores si on est chez les végétaux, des gamètes si on est chez les animaux, et ces gamètes vont se rencontrer. Et la fécondation, bah, c'est une rencontre aléatoire des gamètes. Donc on a encore ce mot qui est important. Dans mutation, on avait le mot aléatoire aussi dans le bilan. Dans méiose, les brassages se font de façon aléatoire. Et ben la rencontre des gamètes se fait aussi de façon aléatoire. Et il se forme du coup des associations d'allèles de façon aussi aléatoire. Et pour rendre compte, pour essayer de déterminer toutes les possibilités entre deux gamètes d'association, entre deux organismes, on fait ce qu'on appelle un échiquier de croisement. Donc je vous en ai mis un dans le cours. On fait un croisement entre deux. Alors on considère qu'un seul gène, le gène A, qui contient deux allèles, l'allèle grand A et l'allèle petit a, et on considère deux individus qui seraient tous les deux hétérozygotes. Donc, autrement dit, qui auraient dans leur génome un allèle grand A et un allèle petit a. Ça veut dire que du coup, le premier organisme comme le deuxième organisme peut faire soit des gamètes qui vont avoir l'allèle grand A, soit des gamètes qui vont avoir l'allèle petit a. Donc, ça veut dire qu'ils vont faire en fait 50% de gamètes avec l'allèle grand A et 50% de gamètes avec l'allèle petit a. D'ailleurs, c'est l'exemple que vous avez sur votre schéma bilan. Et du coup, si je fais mon tableau de fécondation, mes parents, ils n'avaient qu'un seul génotype. Autrement dit, ils étaient grand A sur petit a, ils étaient hétérozygotes. Et en faisant du coup le tableau de fécondation ou l'échiquier de croisement, on se rend compte que l'on crée des génotypes inédits. Au gré du hasard, il y aura 25% de chances de créer du coup un génotype homozygote, donc grand A sur grand A, et un autre génotype homozygote, petit a sur petit a. Donc autrement dit, on crée 50% de la descendance qui a du coup une combinaison allélique inédite qui n'était pas présente chez les parents. Donc chez les parents, la combinaison c'était grand A sur petit a, et là on a grand A sur grand A et petit a sur petit a. Donc on a de nouveau produit de la diversité. En associant, en faisant des associations inédites d'allèles. Est-ce qu'il y a des questions sur cette fécondation? Donc, je suis pas revenu sur les chiffres, mais vous voyez en faisant les combinatoires là de maths, le brassage inter et le brassage intrachromosomique, et en considérant qu'il y a un crossing over par chromosome, on arrivait en partant d'une cellule mère, on pouvait obtenir jusqu'à 70 000 milliards de gamètes possibles. Donc, si vous imaginez que ensuite vous faites un échiquier de croisement entre 70 milliards et 70 milliards de l'autre côté dans un énorme tableau, vous imaginez du coup l'espèce l'infinité des combinaisons possibles grâce à cette reproduction sexuée. Alors, la dernière petite partie, c'est une partie qu'on a déjà fait. En fait, ces brassages liés à la fécondation à la méiose seront d'autant plus importants que la reproduction se fait entre individus qui sont génétiquement éloignés. C'est sûr que si on reproduit finalement un individu qui est de lignée pure, on pourrait imaginer quelque chose de totalement impossible, mais il serait homozygote sur tous les gènes et qu'on serait homozygote sur tous les mêmes gènes et qu'on aurait les mêmes allèles. Si on reproduit ces deux individus qui seraient finalement des clones l'un pour l'autre, ça créerait pas de diversité. Donc au cours de l'évolution, on a eu la sélection de processus qui ont permis de favoriser les fécondations croisées, donc des fécondations qui impliquent des individus différents par rapport à des fécondations
qui impliquent le même individu. Ça, c'est le cas quand l'organisme est hermaphrodite. Voire, on a sélectionné des processus qui impliquent des fécondations croisées, mais entre individus éloignés génétiquement, plutôt qu'entre individus qui sont proches génétiquement. Donc ça, tout ça, on avait vu tous ces processus. C'est les processus qu'on avait vus chez des végétaux dans le chapitre sur la reproduction, avec la protandrie, par exemple, du polypode, avec les incompatibilités hétéromorphes, par exemple, de la prime vert, liées à des structures anatomiques de sa fleur, grâce à l'auto-incompatibilité sporophytique, ou grâce, par exemple, à la parade nuptiale chez le cerf et la biche, qui va permettre de choisir le partenaire, un partenaire souvent différent de la famille, entre guillemets. Est-ce qu'il y a des questions sur ces processus? Eh bien, ces processus, du coup, ils vont faire que nos individus qui seront génétiquement éloignés vont se reproduire ensemble et du coup, on va amplifier, on va encore augmenter le brassage. Est-ce qu'il y a des questions? Donc voilà, une partie de cours, je crois, pas difficile. Alors aujourd'hui, on a un cours, on a la fin du cours, donc on aura du coup terminé la génétique en biologie. Il nous restera plus qu'un seul chapitre en biologie, donc le chapitre sur le développement embryonnaire et son contrôle. Et donc aujourd'hui, vous allez voir en fait ce qu'on appelle les transferts horizontaux. Donc, c'est une notion que vous avez déjà vue normalement en terminale. Là, ce qu'on a vu avec la reproduction, c'est vraiment un transfert vertical, puisque ce sont les allèles des parents qui sont transférés, en fait, à la descendance. Donc, du coup, il y a une relation, une filiation. Donc, c'est du transfert qui est du coup vertical. Et là, cette fois-ci, on va faire vous allez voir des mécanismes de transfert entre deux organismes qui ne sont pas, n'ont pas de lien de parenté. Qui n'ont pas de lien parental, plutôt de filiation parentale, donc autrement dit, et qui parfois même qui appartiennent à des espèces différentes. Donc là, on va dire que c'est un transfert du coup horizontal. Donc le gros du cours, ça va être sur un processus qui s'appelle la conjugaison bactérienne, d'accord. On l'avait déjà un tout petit peu évoqué. Ce processus-là. Donc, vous allez voir qu'il n'est pas très, très difficile. Et puis ensuite, vous avez un autre exemple. Bon, là, où il n'y a pas simplement on n'utilise pas le mécanisme détaillé, où simplement c'est du transfert au sein des eucaryotes. Vous allez étudier le cas d'une limace, qui est un animal et qui est pourtant chlorophyllienne et qui fait de la photosynthèse. Donc, c'est tout à fait inédit. Et vous allez voir quels sont les processus qu'il y a dessous. Et puis, quand vous aurez vu tout ça, du coup, on aura terminé sur ce chapitre. Il ne nous restera plus qu'à faire 2 ou 3 petits exercices de génétique. C'est ce que je vous enverrai du coup ce soir ou demain matin à faire du coup pour vendredi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Du coup, je vous dis une bonne journée. Puis